Glenn Korn, officier retraité du Senior Intelligence Service de la CIA. Le professeur Korn a occupé des postes de direction senior au sein de la CIA et est diplômé de plusieurs programmes de formation spécialisés dans les domaines du renseignement, de la sécurité, de la formation des adultes et de la formation et du leadership exécutif. Il est un vétéran de 34 ans des communautés du renseignement et des affaires étrangères des États-Unis. Le professeur Korn a servi à l'étranger pendant plus de 20 ans en Eurasie, au Moyen-Orient et en Asie du Sud. Le professeur Korn est titulaire d'une maîtrise en langue et littérature russe de l'American University et d'une licence en études russes de l'Université Hofstra. Il est également diplômé de l'US Army Russian Institute. Au cours de sa carrière, il a occupé plusieurs fonctions de direction majeures, notamment celle de chef de station et responsable exécutif dans des pays d'Eurasie et du Moyen-Orient, de directeur adjoint des opérations au Geographic Mission Center ainsi que de chef de département au Counter-Terrorism Center. Ses contributions ont été reconnues par des distinctions prestigieuses, notamment le Director's CIA Award et le Director of National Intelligence Award. Professeur Korn, c'est un grand plaisir d'avoir cette conversation avec vous aujourd'hui. Vous possédez une expérience extrêmement vaste et votre carrière dans le renseignement s'étend sur plus de 3 décennies. Avant d'aborder le sujet complexe des opérations russes, notre audience serait sans doute très intéressée d'entendre parler de votre parcours vers la CIA. Comment êtes-vous passé du travail d'agent opérant sur le terrain à des fonctions de direction? Pourriez-vous nous raconter ce parcours? Oui, merci de m'avoir invité. Je suis ravi d'être ici. J'ajouterai qu'en plus du renseignement, mon parcours comportait également beaucoup de diplomatie. Comment ai-je commencé? Dans les années 1980, j'étudiais à l'université à New York avec une spécialisation en langue et littérature russe. J'étais très intéressé par l'histoire de la Russie, à l'époque l'histoire soviétique, en partie en raison de certains liens familiaux, de l'histoire de ma famille, mais aussi de la littérature russe. J'étais, vous savez, un grand passionné de culture russe. Je disais récemment à un groupe d'étudiants de l'Institute of World Politics, où j'enseigne, que le roman Dr. Zhivago avait été l'une de mes principales sources de motivation lorsque je l'ai lu dans ma jeunesse. Quoi qu'il en soit, j'ai étudié le russe. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, je suis allé travailler dans une unité de renseignement de l'armée. C'était à la fin de la guerre froide. Elle était encore en cours à ce moment-là. J'y ai travaillé pendant plusieurs années. Ensuite, je suis entré au département d'État. J'y ai également travaillé pendant plusieurs années, avant de rejoindre la CIA. J'ai donc connu une progression à travers différents postes au sein du gouvernement. Cela m'a permis de découvrir de l'intérieur ce que l'on appelle la communauté du renseignement, en travaillant principalement jusqu'en 2001 à 2002 sur la Russie et l'espace de l'ex-Union soviétique. Puis bien sûr, après le 11 septembre, comme beaucoup d'Américains, je me suis fortement impliqué dans les activités de lutte contre le terrorisme. Cela m'a amené à travailler au Moyen-Orient, en Eurasie et en Asie du Sud. J'ai donc passé l'essentiel de ma carrière à l'étranger, avec également quelques périodes de service à notre siège à Washington. J'ai pris ma retraite en 2023. Après cela, j'ai commencé à enseigner dans un établissement d'études supérieures à Washington, à l'Institute of World Politics. J'y donne un cours sur l'histoire du renseignement russe et soviétique, ainsi qu'un cours consacré à la politique de sécurité nationale de la Turquie. Je suis également très fier de dire que mes étudiants m'ont récemment demandé si nous pouvions créer un cours consacré à l'histoire de l'Ukraine, car ils reconnaissent que les Américains ne connaissent pas suffisamment cette histoire et qu'elle ne se réduit pas simplement à l'histoire russe. Il y a énormément à apprendre sur la culture et l'histoire ukrainienne. Bien sûr, aujourd'hui, je dirais que la seule chose positive que l'invasion russe de l'Ukraine ait apportée est qu'elle a conduit à une reconnaissance plus claire de l'Ukraine comme pays indépendant. J'aime dire qu'il s'agit d'un futur pays leader en Europe. Et même aujourd'hui, c'est déjà un pays majeur en Europe. Voilà donc un petit peu de mon histoire. Je dois également mentionner que j'ai un podcast. Un ami et moi animons un podcast intitulé Restricted Handling Podcast. C'est un podcast consacré à la géopolitique et de nombreux de nos podcasts portent sur l'Ukraine et l'espace eurasiatique. Merci beaucoup d'avoir partagé cela. J'aime vraiment beaucoup la question de vos étudiants de créer un cours sur l'histoire ukrainienne parce que c'est vraiment très peu abordé. Et c'est un peu comme beaucoup de, je dirais même comme en
Europe, tout le monde ne sait pas, pas même comme, sans parler de l'Amérique. Vous savez, je dirais que j'ai travaillé dans ce que nous appelons l'ex-Union soviétique au cours de ma carrière. Et ce que j'ai vu était, vous savez, les Russes. Vous savez, remontant à l'Empire russe, ils dominaient la région et ils dominaient les pays qui faisaient partie de l'Empire russe, puis de l'Union soviétique. Et ils promouvaient la culture russe, l'histoire russe. Et nous devons nous rappeler que pendant la guerre froide, les États-Unis n'avaient pas d'ambassades à Kiev ou, vous savez, à Bakou, Bichkek, nous n'avions qu'une ambassade à Moscou. Nous avions un consulat à Saint-Pétersbourg. Et les Russes étaient capables, vous savez, même pendant les temps soviétiques, tout était compris à travers le prisme de Moscou, n'est-ce pas? Donc c'est très important maintenant, depuis l'effondrement de l'Union soviétique, vous savez, nous avons probablement été lents à promouvoir la compréhension et l'étude des différents pays. Et vous savez, j'ai des Américains qui me demandent tout le temps, vous savez, comme, quelle est la différence entre l'ouzbek et le russe, n'est-ce pas? Ce sont des groupes linguistiques complètement différents. Donc, nous avons beaucoup d'éducation à faire. Et bien sûr, quand il s'agit de l'Ukraine, c'est très important parce qu'une grande partie de la désinformation qui est promue est basée sur une représentation erronée de l'histoire que le Kremlin a été très activement en train de faire au cours des 20 à 25 dernières années. C'est sûr. Et nous avons en quelque sorte déjà, je pense, passé à ce sujet de la désinformation russe et des opérations russes. Donc, comme vous l'avez déjà mentionné, vous avez un cours, vous enseignez un cours à l'Institute of World Politics sur les méthodes employées par les services de renseignement russes. Et il est bien connu que la désinformation russe contemporaine tire ses origines de la doctrine soviétique, du KGB, des mesures actives. Et dans vos écrits, vous avez noté que le service de renseignement extérieur russe, connu sous le nom de SVR, et la direction principale du renseignement, qui est le GRU, emploie activement ce que l'on appelle les combinaisons opérationnelles pour légitimer des narratifs fabriqués en Occident. Donc ici, ce serait formidable d'entendre votre perspective en tant qu'officier du renseignement. En tant qu'ancien officier du renseignement, comment décririez-vous les signatures définissantes de la désinformation russe et des opérations psychologiques aujourd'hui? Eh bien, je remonterai même avant la période soviétique, vous savez, en remontant au temps tsariste. L'Okhrana tsariste était très bonne en matière de désinformation et bien sûr, les combinaisons opérationnelles, c'est l'une des choses que nous enseignons dans le cours qui remonte beaucoup plus loin que le moment où les bolcheviks ont volé le pouvoir en 1917 et la création de la Tchéka. L'un des plus grands, et je déteste dire ce mot « grand » parce que ce n'est pas grand du tout, mais c'est très important d'en discuter et c'est très actuel aujourd'hui aux États-Unis et en Europe, où nous voyons la montée de l'antisémitisme à nouveau. Les meilleurs exemples d'une opération de désinformation que je peux citer sont les protocoles des sages de Sion qui ont été créés par l'Okhrana. L'un des objectifs pour lesquels cette fabrication a été recréée, cette fabrication qui affirmait qu'il y avait un complot juif pour contrôler le monde et qui a ensuite été disséminée, l'une des raisons pour lesquelles cela a été fait est de détourner la pression du tsar à cause des politiques agricoles et économiques qui ont échoué et de créer un bouc émissaire pour les problèmes de l'Empire. Et nous avons vu cela tout au long de l'histoire. Les gens, vous savez, jusqu'à il y a 5, 10 ans, me citaient dans d'autres pays du monde. Avez-vous déjà vu ce document, les protocoles des sages de Sion? Et je leur disais, c'était une opération de désinformation qui remonte au temps tsariste. C'était un document complètement fabriqué. Et pourtant, il a été promu et promu. Et certaines personnes à ce jour y croient, elles le citent. Et puis, vous savez, en allant après la création de la Tchéka, Dzerzhinsky, Félix Dzerzhinsky et les dirigeants de la Tchéka puis du GPU, de l'OGPU, ils ont pris beaucoup de l'expertise de l'Okhrana et ils s'en sont servis. Et vous savez, ce dont nous parlons dans notre cours, ce sont les combinaisons opérationnelles. Des opérations de contre-espionnage offensives à grande échelle, celles qui étaient beaucoup enseignées aux États-Unis et qui n'est plus très connue aujourd'hui. Elle s'appelle l'opération Trust, où le renseignement soviétique a mené une opération de désinformation à grande échelle,
à la fois contre le mouvement blanc basé à Paris, et puis contre certains des services de renseignement alliés, en leur fournissant des informations, en recrutant des agents doubles ou en implantant des agents dangled dans le réseau, en les utilisant pour amplifier différents thèmes qui intéressaient Moscou, à l'époque d'une manière très efficace. Vous savez, après avoir mené cette opération pendant environ 7 ans, ils ont décidé de mettre fin à l'opération et d'exposer le fait que le mouvement blanc et certains des alliés qui soutenaient pour les blancs, qui étaient connectés aux blancs, avaient été très mal manipulés par, à ce moment-là, l'OGPU. Donc, une opération très efficace. Et l'une des raisons pour lesquelles elle a été efficace est que le contrôle, du côté du mouvement blanc, était très faible et que la pensée critique faisait défaut. Et nous pouvons en parler. Pourquoi c'est si important? Et, vous savez, il y a beaucoup d'autres exemples. Les soviétiques étaient très bons pour mener des opérations de désinformation et les combiner avec des opérations de contre-espionnage offensives. Et comment ces opérations réussissent-elles en fait à exploiter les environnements médiatiques occidentaux et à utiliser ces techniques telles que les accusations miroirs et les agents d'influence pour introduire et amplifier leur narratif au sein des sociétés démocratiques? Oui. Encore une fois, nous pouvons donner l'exemple, vous savez, dans la période soviétique, après le KGB, le premier directeur en chef, quand ils ont créé le service A, qui était concentré exclusivement sur la conduite d'opérations de mesures actives, et inclus dans les mesures actives, étaient les opérations de désinformation à travers le monde, ils sont venus avec ce projet célèbre appelé Infectia, Opération Infection, où ils affirmaient que les États-Unis, la CIA et le département de la Défense avaient délibérément créé la pandémie du sida et l'avaient répandue dans le monde pour différents objectifs. Et comment l'ont-ils fait? Il y avait un noyau d'informations dont ils étaient conscients qu'il y avait des groupes aux États-Unis qui étaient très préoccupés par l'épidémie de sida, qui, vous savez, dans les années 80, est devenue fin des années 70 à 80, est devenue une grande préoccupation pour beaucoup de gens, y compris les communautés vulnérables aux États-Unis. Le KGB a pris cette information et puis ils l'ont amplifiée, ou ils l'ont déformée. Ils ont ajouté des éléments qui étaient vantés fabriqués pour l'armée contre le gouvernement américain afin d'essayer de discréditer le gouvernement américain à la fois au niveau national et international. Et, vous savez, en un mot, nous n'allons pas passer par toute l'opération, mais ils avaient un journaliste, l'un de leurs agents en Inde, qui l'a publié dans un journal indien. Et puis, il est important de dire que les services de renseignement soviétiques et les services de renseignement russes, aujourd'hui, agissent en étroite coordination avec les organisations d'information officielles ouvertes de la Fédération de Russie. Donc, que ce soit Russia Today, Sputnik, vous savez, le porte-parole du Kremlin, vous savez, Maria Zakharova au MAE, ils travaillent tous ensemble dans une campagne d'information unifiée. Et ils utilisent, à cette époque, ils ont utilisé l'information de cet article dans le journal indien. Ils ont ensuite tourné cela. Vous savez, TASS l'a repris et ils l'ont publié. Je pense qu'il a été publié dans Literature Naya Gazeta, un article à ce sujet. Et puis les sources médiatiques occidentales ont commencé à s'emparer de l'histoire et à répéter l'histoire. N'est-ce pas? Et, vous savez, le point culminant était quand cela a atteint, je pense, c'était ABC, je ne veux pas me tromper de chaîne, mais l'un de nos principaux réseaux d'information a présenté l'histoire à la télévision nationale aux États-Unis. Et c'était entièrement basé sur de la désinformation. C'était entièrement basé sur une torsion de, vous savez, un petit morceau d'information qui a été amplifié de manière déformée, avec un objectif spécifique, de saper le gouvernement américain et la réputation du gouvernement américain. Et en fait, vous savez, l'administration Reagan a dénoncé les soviétiques là-dessus. Et Gorbatchev a finalement dû admettre que oui, c'était une histoire entièrement fabriquée. Et vous savez, ils ont retiré l'histoire à la fin des années 80. Mais encore, il y a encore des gens aujourd'hui qui croient des aspects de l'histoire. Et cela vous montre à quel point cela peut pénétrer profondément dans le subconscient ou même le conscient d'un public. Donc il y a plein d'exemples de la façon dont les soviétiques ont fait cela, de la façon dont les Russes le font. Plus récemment, nous voyons, vous savez, au cours des 2 dernières années, le thème, et vous pourriez regarder plusieurs thèmes, si nous parlons de l'Ukraine, le thème que, vous savez, l'Ukraine était le sponsor, ou le gouvernement ukrainien est, vous savez, fasciste, que l'Ukraine est anti-religion, anti-chrétienne, persécutant les communautés chrétiennes. Le noyau est que, oui, le gouvernement ukrainien
est très préoccupé par l'utilisation par le Kremlin de l'Église orthodoxe ou de certains aspects de l'Église orthodoxe pour conduire des opérations de renseignement, ce que tout gouvernement devrait avoir un droit légitime d'être préoccupé. Et historiquement, les Russes ont utilisé l'Église pour, vous savez, pas seulement l'Église orthodoxe, mais d'autres dénominations à des fins de renseignement, n'est-ce pas? Donc les Ukrainiens essaient de contrer cela, et les Russes essaient alors d'en faire une histoire. Oh, ils persécutent tous les chrétiens, toutes les religions, ce qui est complètement faux. Et je pense que quiconque va en Ukraine sait qu'en fait, la situation avec la liberté religieuse est bien meilleure que dans beaucoup d'autres pays, et définitivement meilleure qu'en Russie. N'est-ce pas? Quelqu'un m'a donné cette statistique l'année dernière, quand j'étais en Ukraine. Vous savez, la 3e plus grande communauté mormone en Europe est en Ukraine. Elles ne sont pas persécutées. Elles ne sont pas, vous savez, opprimées. Je ne suis pas sûr si on pourrait dire cela pour les Mormons vivant en Russie ou les membres d'autres groupes religieux, dénominations religieuses. Je ne sais pas si c'est pour ajouter un peu, c'est qu'en Ukraine, ce qui n'est probablement pas clair pour la société américaine, c'est que l'Église orthodoxe en Ukraine a toujours été comme sous le patriarcat de Moscou et le patriarcat de Kiev. Et c'était évidemment comme les questions sur le patriarcat de Moscou, parce que nous comprenons qu'ils font les opérations. Des opérations de renseignement à travers l'Église. C'est pourquoi, pour autant que je comprenne, il y a eu une demande au patriarcat de Moscou de couper tous les liens avec la Russie, essentiellement pour ne pas avoir ces opérations sur le sol ukrainien pendant que nous avons une guerre. Mais au lieu de cela, nous voyons ce que vous venez justement de décrire, n'est-ce pas, ces faux narratifs qu'ils utilisent pour, vous savez, dire que l'Ukraine persécute les chrétiens et qu'elle est anti-chrétienne, anti-religieuse, et ainsi de suite. Mais c'est l'opération que nous pouvons voir, comme de nos jours, et la désinformation qu'ils essaient de propager. Je dirais qu'il y a 2, 3 ans, les Russes avaient beaucoup de succès dans cet espace. Je pense que les efforts contraires pour éduquer les Américains ont été couronnés de succès, je pense, parce que nous voyons que le soutien à l'Ukraine a en fait augmenté, par exemple, parmi les électeurs républicains. Je pense qu'une partie de cela est parce que, vous savez, pas seulement l'Ukraine, le gouvernement ukrainien, je ne sais même pas si c'est la force motrice. Je pense qu'un grand nombre d'Américains qui sont conscients de ce qui se passe ont essayé de communiquer. Vous savez, je parcours le pays et je donne des conférences sur ce qui se passe en Russie, en Ukraine, et cette question surgissait souvent avec des gens qui demandaient « Est-ce vrai que les Ukrainiens persécutent les chrétiens ?» Et je leur explique certains des faits et j'essaie de citer « Vous pouvez regarder ici et chercher, vous savez, des faits. » Et d'autres personnes ont fait la même chose. Et je pense que vous m'avez donné un excellent exemple de quelqu'un qui était anti-ukrainien avant d'aller en Ukraine. Et puis il est revenu et a dit « Attendez une minute. » Comme « Mes yeux se sont ouverts. C'est une histoire complètement différente. » C'est regrettable que les gens, vous savez, ce n'est pas facile d'aller en Ukraine en ce moment. Mais si la plupart des gens y allaient, ils verraient qu'il n'y a pas de persécution. Moi, vous savez, je n'ai jamais vécu cela du tout. Donc, et honnêtement, je pense que la plupart des Ukrainiens veulent simplement vivre leur vie, et ils ne s'en soucient pas vraiment. Vous savez, ils peuvent être religieux, mais je n'ai jamais vu de manque de respect envers les autres religions. Ce que je vois, c'est un peuple qui est aussi éloigné d'être des nazis qu'on puisse l'imaginer et qui essaie simplement de vivre sa vie. Et des gens plutôt heureux, en fait, malgré le fait que leur pays est bombardé par leurs voisins. Ils sont plutôt résilients, mais plutôt heureux, amicaux et accueillants. Donc, le narratif selon lequel l'Ukraine est, vous savez, dirigée par des nazis et est anti-religieuse, vous savez, c'est un faux narratif, c'est certain. C'est vrai. Et en parlant de l'exemple que je vous ai donné, peut-être pour le bénéfice du public, car ils connaissent tous et ont vu les discours du pasteur Mark Burns, c'était bien celui dont je vous parlais. C'est un très bon exemple, car la meilleure façon de lutter contre cette désinformation consiste essentiellement à opposer des informations factuelles. Et bien sûr, oui, si l'on a l'occasion de venir voir les choses sur le terrain, cela aiderait énormément.
Pour revenir à cette question des médias occidentaux et de l'ensemble du sujet, selon vous, quelle est la principale vulnérabilité de l'Occident face à ces méthodes et à ces opérations? C'est une excellente question. Je veux dire, je ne suis pas sûr que ce soit uniquement les médias qui soient vulnérables. C'est la société dans son ensemble. Personnellement, je pense que, au cours des 30 dernières années, et je ne parlerai ici que des États-Unis car je suis américain, nous avons laissé notre système éducatif se détériorer. Nous n'enseignons plus correctement l'histoire aux gens. Nous ne donnons pas aux jeunes une base solide en histoire ni en pensée critique. Je constate souvent que beaucoup de personnes n'ont aucune compréhension réelle d'un grand nombre d'enjeux, des questions historiques de base. Cela rend très facile leur manipulation, que ce soit par des forces internes ou externes. Et puis il y a bien sûr l'aspect de la pensée critique. Dans le monde d'aujourd'hui, où l'information est si abondante et si facilement accessible en ligne, on est constamment submergé par un flot incessant de données. Il faut une grande discipline pour interpréter ces informations et les vérifier correctement. Je ne suis pas convaincu que la plupart des gens le fassent. Si l'on revient à l'exemple du Trust, l'une des raisons de son succès tient précisément au manque de vérification. Les gens ne posaient peut-être pas vraiment les questions difficiles sur les informations qui leur étaient présentées. Exactement. Comme je le dis toujours à mes étudiants, les Russes ont un excellent proverbe. Le fromage gratuit ne se trouve que dans une souricière. Quand quelque chose paraît trop facile, y compris une information qu'on vous pousse, il faut se méfier. Il y a peut-être un piège à souris. Il est prudent de faire un minimum de recherche avant d'accepter simplement un extrait d'information, un bout de texte ou un titre que l'on voit. Beaucoup des titres que nous voyons aujourd'hui dans les actualités et sur les réseaux sociaux sont conçus délibérément pour provoquer une réaction très émotionnelle et ils sont souvent très trompeurs. Et soit dit en passant, ce ne sont pas seulement les Russes qui procèdent ainsi. Nous le faisons à nous-mêmes. Les personnes dans l'espace médiatique et ceux qui utilisent ces tactiques pour obtenir des clics, attirer l'attention ou vendre des journaux et des magazines devraient, à mon avis, avoir honte d'eux-mêmes. Car cela cause vraiment du tort. Lorsque nous parlons de protéger la démocratie, ce genre de pratique ne l'aide absolument pas. Au contraire, cela nuit. Ça sape l'avenir comme, pour les générations futures, ce que je détesterais, vous savez, c'est triste à voir. Oui, je suis d'accord. Et définitivement, quand on voit les médias et qu'on comprend que tous ces titres accrocheurs qui attirent tellement ton attention, et puis toutes ces genres émotions, et littéralement, genre, cela contourne la pensée critique et on ressent seulement cette émotion. Et on arrête complètement de penser, on accepte juste. Et puis, que se passe-t-il si une partie de la population accepte une chose, une autre partie de la population accepte autre chose? Et c'est comme ça qu'on a cette division. C'est comme ça qu'on a tous ces troubles sociaux et tout le reste. Ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord avec vous. Cela a causé énormément de tort. Et on le voit maintenant de nos propres yeux, même aux États-Unis, malheureusement comment cela a réussi et continue de réussir chaque jour à diviser les gens et, en quelque sorte, à faire disparaître tout esprit critique. Je pense que c'est un encouragement à tout le monde, vraiment beaucoup, de réfléchir et de rester calme et de vérifier l'information. C'est ça, prenez une grande respiration. Quand vous vous préparez. Et vous savez, je dis toujours à mes amis, genre, ne forwardez pas juste des trucs, parce que c'est tellement facile maintenant. C'est un clic, et vous pouvez l'envoyer à tout un tas de gens. Mais ce qui se passe, c'est que les gens prennent un morceau de désinformation et ils le propagent. Et puis les gens commencent à l'envoyer partout, et puis les gens disent « Bah, ça doit être vrai ». Parce que, vous savez, 10 000 personnes l'ont vu et ont commenté dessus. Mais vous revenez en arrière et vous dites « Où est la preuve ici? Où est le fait réel ?» Genre, où est la preuve concrète que ça s'est vraiment passé? Elle n'est pas là, mais c'est propagé, et poussé, et c'est émotionnel, je comprends. Je vois ces trucs aussi. Je les lis, et ma première réaction c'est « J'ai envie de, vous savez, oh, je suis en colère contre ça », ou « Comment ose-t-il faire ça ?» Mais ensuite, quand vous creusez, en fait, il n'y a rien là. Et en revenant à la partie sur l'éducation, vous savez,
Moi, vous savez, en grandissant aux États-Unis, certaines parties de l'histoire étaient enseignées d'une certaine façon. Et puis, quand je suis allé à l'étranger et que j'ai commencé à étudier, par exemple, l'histoire d'un sujet du point de vue des gens de ce pays, c'était complètement différent de la façon dont c'était enseigné aux États-Unis. Et il y a une raison pour laquelle c'était enseigné d'une certaine façon aux États-Unis à cause de l'influence de la propagande. Et ça remonte aux années 1800. Et la propagande, d'ailleurs, les Russes ne sont pas les seuls à faire de la propagande. D'autres empires ont utilisé la propagande de manière très efficace. Et j'ai commencé à regarder et à dire, OK, en fait, ce sujet, quand on le voit du point de vue historique des gens que je pensais être mauvais, c'est en réalité complètement différent. Et c'est dommage que la plupart des Américains n'en voient pas ça. On ne leur enseigne pas ce côté de l'histoire parce que c'est complètement différent de ce qui a été promu. Et une partie de ce qui a été promu est basée sur de la désinformation qui a été utilisée par un empire pour affaiblir un autre empire, afin qu'ils puissent en prendre des parties de cet empire et les mettre dans leur propre empire. Ça dure depuis toujours. La désinformation n'est rien de nouveau. Ça remonte au temps biblique. C'est vrai. Et aussi le point que vous avez mentionné, qu'on doit aussi voir, il y a une grande différence entre l'opinion et l'information factuelle. Donc, on ne doit pas... Si on entend quelqu'un qui dit juste quelque chose, encore une fois, on doit vérifier s'il y a une information factuelle ou si c'est juste l'opinion de la personne. Oui, oui. Je veux dire, encore une fois, tout le monde a droit à son opinion, vous savez, à ses évaluations, mais cherchez les faits. Genre, essayez de faire des recherches. Voyez, il y a beaucoup de choses qui sont diffusées dans les médias américains. Vous savez, c'est l'une de mes plaintes à propos des médias. Ça s'est transformé en beaucoup d'évaluations, beaucoup d'opinions, mais pas beaucoup de reportages durs. Juste, voilà les faits, comme objectifs. Vous savez, une des choses que je pense que l'IA peut faire aujourd'hui, c'est que vous pouvez, par exemple, notre podcast, on fait un rapport de renseignement quotidien et c'est entièrement basé sur l'IA. Il n'y a aucune évaluation du tout. Ce sont juste des faits. Voici les nouvelles de ce pays. Voici les nouvelles de cette région. Et quand mon partenaire et moi, on préparait le podcast, on s'est demandé, est-ce qu'on devrait mettre un peu d'analyse dedans? Et on a décidé que non, vous savez, il y a déjà assez d'analyse partout. Laissez les gens voir juste les faits et essayer de tirer leurs propres conclusions, faire leur propre analyse pour promouvoir la pensée critique. Super. C'est ce qui manque tellement dans notre société aujourd'hui. Maintenant, je veux aussi me tourner vers l'une des choses, l'une des voies de la désinformation russe moins évidentes, mais qui ont un très fort potentiel, à savoir l'exploitation des institutions civiles. Et par exemple, les rapports officiels de la Commission des États-Unis sur la liberté religieuse internationale ont noté que la Russie a en fait utilisé des réseaux dits anticultes, comme les structures associées à l'organisation russe RACIR, qui est l'Association russe des centres d'études des religions et des sectes ou cultes, dirigée par Alexander Dworkin, ainsi que l'organisation européenne appelée FECRIS, pour stigmatiser des groupes qui leur déplaisent, à la fois sur le plan national et international. Et des recherches en sources ouvertes menées par notre centre d'analyse ont également indiqué qu'en réalité, sous prétexte de protéger les sociétés contre les cultes ou les sectes, certains réseaux anticultes ont activement promu des narratifs du Kremlin qui diabolisent l'Ukraine et tentent de légitimer l'invasion russe de l'Ukraine sous la rhétorique de la désatanisation. Donc ici, je veux vous demander votre opinion, votre perspective en tant qu'expert sur ces méthodes opérationnelles des services de renseignement russes. Est-ce que de tels pseudo-experts en religion ou en anticulte, ces communautés dans divers pays, pourraient être effectivement monopolisées par la Russie et utilisées comme couverture pour des activités de renseignement du FSB à l'étranger? Bien sûr. Je veux dire, d'abord, quand quelqu'un entend anticulte, on se dit, comment est-ce que ça pourrait être mauvais? N'est-ce pas? Les sectes, c'est mauvais. Anticulte, ça doit être bien, non? Un usage très astucieux du langage. Historiquement, les Soviétiques étaient très très forts pour utiliser des organisations de couverture. Ils l'ont fait pendant la guerre froide. Vous savez, le mouvement anti-armes nucléaires. Vous savez, la Fédération pour la paix, ou le mouvement international des travailleurs pour la paix. Oh, la paix, c'est bien. Hein? C'est bien.
Mais si vous creusez et que vous voyez d'où venait le financement, d'où venaient les directives, d'où venait la direction, il y avait un agenda là-dedans. Et les gens qui étaient impliqués dans certaines de ces organisations n'étaient pas forcément de mauvaises personnes. Ils essayaient de faire de bonnes choses. Mais ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient utilisés et manipulés. J'encouragerais simplement toute personne dans un think tank ou dans n'importe quelle partie de la société civile, si on vous approche avec un narratif ou un thème, ou si quelqu'un veut s'associer avec vous, je ferai beaucoup de due diligence de nos jours pour m'assurer que vous vous associez vraiment avec une organisation légitime et que ce qu'ils revendiquent, dans ce cas, vous savez, aller dans le sens d'un message qui diabolise l'Ukraine, vous savez, les Ukrainiens sont, qu'est-ce que vous avez dit, satanistes? Satanistes, oui, je veux dire désatanisation. Désatanisation, oui. Je veux dire, alors il faut poser la question. Où est la preuve qu'il y a une satanisation? Hein? À quel point est-ce présent dans la société ukrainienne par rapport à d'autres sociétés? Je suis sûr qu'il y en a quelques-uns, comment on les appelle, des satanistes en Ukraine, comme il y en a dans tous les pays. Mais je soupçonne que c'est un très petit nombre. Hein? Et donc, si je suis dans un think tank en Europe ou aux États-Unis et que quelqu'un vient me dire « on doit faire la désatanisation de l'Ukraine », je voudrais dire « ok, donnez-moi les chiffres, voyons les faits, et ensuite, je déciderai si on va apporter notre soutien à votre effort. » Et d'ailleurs, si on regarde vraiment, on pourrait dire « en fait, il y en a plus en Russie qu'en Ukraine. » Peut-être qu'on devrait se concentrer sur la désatanisation en Russie, parce que qui se comporte comme ça? Qui bombarde des immeubles d'habitation? Qui bombarde des écoles, n'est-ce pas? Qui attaque un autre pays et dit ouvertement que ce pays n'existe pas, n'est-ce pas? Ça, à mon avis, c'est satanique. Quand on essaie de revendiquer le droit d'éliminer un autre peuple, c'est ce que les nazis ont fait. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Russie. Et d'ailleurs, c'est ce que le régime iranien faisait à ses voisins, n'est-ce pas? Pour moi, c'est un comportement satanique. Oui. Et avec ces narratifs de sectes qu'ils ont créés, genre des pseudo-études religieuses, je ne sais même pas comment le décrire, mais en Russie, ils ont légitimé ça. Et ils ont beaucoup, vous savez, de leurs organisations avec ça. Et il y a plus de 20 ans, c'était essentiellement promu, les narratifs qui, juste en utilisant ce terme, disaient que tout le gouvernement, les politiciens d'Ukraine, ils sont membres d'une secte. Et puis que toute l'Ukraine est devenue comme une secte et ainsi de suite. Et en gros, vous comprenez que d'un côté, on se dit un peu, ça a l'air complètement fou, et on n'a juste pas envie d'entendre ça. Mais après 20 ans, quand on voit que ceux qui occupent des positions dirigeantes dans ces organisations travaillent maintenant si dur avec les prêtres de l'Église orthodoxe russe qui bénissent les missiles pour, en gros, vous savez, tuer des Ukrainiens et propager d'autres narratifs, comme on en a discuté en coulisses, qu'ils propageaient les narratifs selon lesquels les Ukrainiens sont des nazis et tout ça. Donc, et ça devient clair pour toi que c'est l'une des opérations qui a été menée juste en prenant le temps, vous savez, d'aller dans l'esprit des gens. C'est vrai. Parce qu'il y avait beaucoup de propagation de narratifs du genre « Oh, tout l'Occident est une secte » pour eux, et que l'Ukraine tombe chez nous, et tombe, vous savez, dans cette façon cultiste de tout l'Occident et ainsi de suite. Donc, mais oui, merci beaucoup pour votre réponse. Et ma question serait, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que les gouvernements démocratiques devraient reconsidérer de tels experts anti-sectes et les traiter plutôt comme des agents potentiels d'influence étrangère, si on peut voir leur narratif dans différents pays en ce moment? Non. Je veux dire, je dirais que si un gouvernement dans ce qu'on appelle l'Occident voit qu'ils reçoivent un financement d'un autre gouvernement étranger, ou qu'ils reçoivent des directives
ou des orientations d'un autre gouvernement étranger, alors ils pourraient les traiter comme des agents étrangers. S'ils voient simplement qu'ils propagent des informations que ce gouvernement n'aime pas, je ne pense pas nécessairement qu'ils devraient être traités comme des agents étrangers, parce qu'alors on parle de censure, ce qui, à mon avis, n'est pas ce qu'on veut. Personnellement, je ne veux pas de ça, vous savez. Sinon, on finit comme la Russie elle-même aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc il faut faire très attention ici. Et au cours des 10 dernières années, disons aux États-Unis, ça a été un sujet très douloureux parce que, vous savez, certaines personnes avaient l'impression que le gouvernement se mettait à faire de la censure, à censurer, vous savez, les opinions d'opposition, à censurer les opinions dissidentes. Ce n'est pas sain. Ça ne fait que créer plus de méfiance. Ça ne fait que créer plus de polarisation. Si vous avez, encore une fois, comme on en a parlé, dans l'espace informationnel, si vous avez des preuves concrètes qu'un groupe est financé par Moscou, ou Téhéran ou Pékin, ou n'importe quel pays, alors vous pourriez dire « Ok, vous devez vous déclarer agent étranger, n'est-ce pas ?» Ce qu'on a en Russie aujourd'hui, c'est que n'importe qui dit quelque chose qui va à l'encontre du régime de Poutine, on le qualifie d'agent étranger, n'est-ce pas? Oui, C'est excessif. C'est dangereux, vous savez. Mais si vous prenez de l'argent du Kremlin pour promouvoir le narratif du Kremlin, alors je dirais que vous êtes probablement un agent étranger. oui, je suis d'accord. Je pense que c'est ça dont on s'occupe. On doit protéger la liberté d'expression. On doit comprendre le danger de la censure. Et en même temps, on comprend les opérations russes, pas seulement les opérations russes, mais ces attaques de désinformation et tout ça, donc oui, je comprends ton point de vue et je pense beaucoup. Je pense que c'est la plus grande question pour nous tous. Comment combattre la désinformation et en même temps, ne pas tomber dans la censure et devenir genre ce qui se passe en Russie? Les gens me demandent toujours quand je parle de ces sujets, vous savez, comment tu gères ça? Et moi, vous savez, à la fin des années 80, l'administration Reagan avait construit un système très capable au sein du gouvernement américain pour identifier les thèmes qui étaient promus par le Kremlin et ensuite diffuser des contrefaits pour contrer ces thèmes, genre c'était de la contre-désinformation. Et je pense que c'était très efficace. Il y avait beaucoup d'expertise qui avait été développée. Malheureusement, après l'effondrement de l'Union soviétique, le gouvernement américain a laissé toute cette expertise partir et ils n'ont jamais réussi à la reconstituer. Et je pense que l'une des choses qu'il faut comprendre, si on parle juste de l'Ukraine, ce serait bien d'avoir une liste à jour des thèmes que le Kremlin a promus pour essayer de déstabiliser l'Ukraine, ce qui d'ailleurs, vous savez, remonte à 1991, après que l'Ukraine a obtenu son indépendance. Donc, quels sont certains de ces thèmes? Ok, les Ukrainiens sont tous des nazis et des fascistes. Bon, on sait que pendant la Seconde Guerre mondiale, des Ukrainiens, certains Ukrainiens, sont passés du côté allemand. Ils se sont alliés avec les Allemands. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient l'Allemagne comme une alternative à Staline et au pouvoir soviétique, qui était aussi d'ailleurs aussi fasciste qu'on puisse l'être. Une forme de gouvernement horrible, hein? Une autocratie, l'oppression. Et donc il y a une certaine base factuelle là-dedans historiquement. Oui, il y avait, vous savez, ce mot « politsaï », vous savez, certaines figures de l'histoire ukrainienne sont qualifiées de fascistes. Bon, peut-être qu'ils n'étaient pas fascistes. Peut-être qu'ils se battaient pour la liberté de leur pays. Mais les Russes tournent cela, n'est-ce pas? Donc ça, c'est un truc. Fasciste. Ensuite, les autres thèmes que je les ai vus utiliser. Oui, anti-religieux. Vous savez, anti-chrétien. Ça, c'est conçu spécialement pour toucher le cœur de la communauté chrétienne aux États-Unis, qui a une influence politique. Et, vous savez, c'est très fort aux États-Unis. Ils veulent s'attaquer. Il y avait, vous savez, le thème que l'Ukraine est un foyer de contrebande d'armes, c'est une menace pour l'Europe, contrebande de drogue, le terrorisme passe tout par l'Ukraine, le gouvernement ukrainien offre un refuge sûr aux terroristes. Tout ça est très exagéré, vous savez. Quel est le thème qu'on voit beaucoup? Les armes fournies par les États-Unis ou par l'OTAN à l'Ukraine se retrouvent de maintenant au Mexique. Elles sont utilisées par les cartels de drogue. Elles sont vendues par les Ukrainiens corrompus. Vous savez, le président Zelensky sniffe de la cocaïne sur un yacht. Et il n'est même pas vraiment à Kiev. Ces thèmes sont diffusés tout le temps. Et ils sont émotionnels pour certaines personnes. Et elles réagissent. Et j'ai encore des Américains qui me disent « Pourquoi les Ukrainiens vendent-ils toutes les armes qu'on leur donne ?» Ben non, ils ne les vendent pas. Hein? Peut-être qu'ils ont perdu le contrôle de certaines armes sur le champ de bataille.
ce qui arrive dans n'importe quelle guerre. Et peut-être que certaines de ces armes ont fini au mauvais endroit. Ça ne veut pas dire que, en tant que politique, les Ukrainiens vendent des armes ou qu'il y a une corruption massive. Est-ce que l'Ukraine a un problème de corruption? Absolument, hein? Mais si on compare la corruption en Ukraine à celle en Russie, il n'y a pas de comparaison parce que, premièrement, en Russie, c'est hors de contrôle, au-delà de toute compréhension. Et deuxièmement, en Ukraine, il y a une société civile qui a une certaine capacité à contrer ça. Et on l'a vu cet été, où les gens sont descendus dans la rue pour protester quand il y a eu une tentative, vous savez, d'arrêter les instruments du gouvernement qui étaient les conçus pour lutter contre la corruption. Et puis on a vu plus tard que certains hauts fonctionnaires ukrainiens ont perdu leur poste parce qu'ils étaient impliqués dans des schémas de corruption. Donc ça veut dire qu'il y a des conséquences. Pareil aux États-Unis, vous savez. Est-ce qu'il y a de la corruption? Oui, mais les gens devraient généralement savoir qu'il y a des conséquences sérieuses si on s'engage dans un schéma de corruption. Dans certains pays, il n'y a pas de conséquences. Dans certains, les gens sont même encouragés à être corrompus. Ce n'est pas ce que je vois en Ukraine. Problème de corruption, est-ce qu'il y a de la corruption? Bien sûr. Est-ce que ça veut dire que tout le monde est corrompu? Non. Est-ce que ça veut dire que toute la société est corrompue? Non. Et est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas traiter avec les Ukrainiens parce qu'ils sont tellement corrompus qu'on ne devrait pas les aider? À mon avis, non, c'est l'inverse. On a besoin d'aider l'Ukraine, de faire avancer l'Ukraine, vous savez? Et d'ailleurs, c'est mon message à toutes les entreprises américaines. La façon de faire ça, c'est d'impliquer les entreprises américaines en Ukraine, de faire investir les entreprises américaines et de travailler côte à côte avec les Ukrainiens. C'est la meilleure façon, à mon avis, de gérer, vous savez, le danger de la corruption. Pas en attaquant les Ukrainiens et en s'alliant avec les Russes, qui est le pays le plus corrompu qu'on puisse imaginer. Désolé, mais... Si on parle aussi de cette guerre informationnelle, dans les premiers stades de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, l'Ukraine a en fait obtenu un avantage décisif dans la bataille des communications stratégiques internationales. Cependant, les analystes notent maintenant que la Russie a basculé vers une stratégie d'attrition informationnelle en saturant systématiquement l'espace informationnel de désinformation tout en favorisant la fatigue chez le public international. C'est ce dont on a discuté, en gros. Et en m'appuyant sur votre vaste expérience dans la lutte contre ces opérations russes, comment évaluez-vous l'équilibre actuel des forces dans les dimensions informationnelles de cette guerre et quelles mesures concrètes pensez-vous que l'Ukraine et les alliés occidentaux devraient prendre sur la scène internationale pour perturber les écosystèmes de désinformation russes et percer ces bulles informationnelles russes qui les soutiennent en réalité? Exact. Encore une fois. Je veux dire, regardez, les Russes veulent que l'Occident pense que... J'ai dit ça. J'ai écrit un article en 2023 qui disait que la guerre pour l'Ukraine se joue probablement plus dans l'espace informationnel, surtout aux États-Unis à l'époque, que sur les champs de bataille d'Ukraine. Le sort de l'Ukraine est autant entre les mains du peuple ukrainien qu'entre les mains des gens en Occident qui sont bombardés par ce narratif du Kremlin. Vous êtes fatigué, vous ne pouvez pas. Vous savez, on peut durer plus longtemps que vous. Les Russes ont une capacité incroyable à souffrir. Et vous, vraiment, vous voulez juste retourner à une vie facile, et vous êtes tous gâtés, et vous ne voulez pas vraiment cette guerre, et vous gaspillez de l'argent en aidant les Ukrainiens. Mon opinion personnelle, c'est que, par exemple, on devrait se souvenir qu'on peut aussi être très dur. On peut aussi tenir. D'ailleurs, quand on parle de fatigue, j'entends des gens dire ici, on est fatigué. Allez en Ukraine et voyez ce que les Ukrainiens subissent. J'y étais juste en février. Il faisait moins 30. Les gens n'ont pas de chauffage. J'ai rencontré une femme qui doit avoir la soixantaine. Elle monte 14 étages à pied la nuit avec une lampe torche pour descendre chercher quelque chose. Et puis, elle doit remonter 14 étages parce qu'il n'y a pas d'ascenseur, hein? Je veux dire, ça... Et elle sourit encore. Donc si les Ukrainiens ne sont pas fatigués, on ne devrait pas l'être non plus. Hein? Et dans l'espace informationnel, on doit être plus résilient. Comme je l'ai dit avant, faire plus d'études et être plus discipliné. Vérifier les faits. Et si on regarde globalement, le tableau d'ensemble, est-ce que la Russie est vraiment en train de gagner cette guerre? Est-ce que la Russie est vraiment résiliente? Regardez l'histoire. L'idée que la Russie peut durer plus longtemps que tout le monde est une illusion. Les Russes ont perdu contre les Japonais dans la guerre russo-japonaise. Et puis, ils ont eu de gros problèmes internes. Pendant la Première Guerre mondiale,
Le pays, l'Empire, s'est effondré sous le poids d'un système qui a échoué et d'une politique qui a échoué. L'Union soviétique s'est effondrée à cause d'échecs internes dans la façon dont le pays était dirigé, administré, et dont l'économie fonctionnait ou ne fonctionnait pas. On peut donner beaucoup d'exemples où la Russie a eu beaucoup de problèmes internes, et les Russes ne vont accepter d'être maltraités que jusqu'à un certain point avant de descendre dans la rue. Et nous, en Occident, on ne fait face à rien de comparable à ce que les Russes subissent chez eux, la souffrance qu'ils subissent, qui leur a été imposée par leur propre régime. Et personnellement, connaissant beaucoup de Russes, je crois qu'à un moment donné, ils vont juste dire « on en a assez de tout ça ». Genre, c'est ridicule. Qu'est-ce que Poutine leur donne? Vous savez, quand il est arrivé au pouvoir au début des années 2000, fin 99 à 2000, il leur a promis de leur apporter la dignité, de redresser l'économie, de ramener la place de la Russie dans le monde. Maintenant, qu'est-ce qu'ils obtiennent? Ok, des taux de criminalité en hausse à nouveau en Russie, une sorte de chaos, un chaos social, des pénuries, du chômage, des problèmes démographiques. Est-ce que les Russes sont plus respectés dans le monde aujourd'hui qu'il y a 10 ans, 20 ans? Non. En fait, je connais beaucoup de Russes qui vivent en dehors de la Russie et qui ont honte de dire qu'ils sont Russes. C'est Poutine qui a fait ça. N'est-ce pas? C'est ce qu'il leur apporte. C'est comme ça que la Russie veut qu'on se souvienne d'elle. Pour tous les Russes qui écoutent ce podcast, est-ce que c'est comme ça que vous voulez qu'on se souvienne de vous dans l'histoire? Comme la génération qui a vu tout espoir que la Russie devienne un pays normal partir en fumée parce que vous aviez un dictateur dont l'ego l'a poussé à penser qu'il devait imposer sa volonté à ses voisins et qu'il devait vivre selon sa vision du monde, ou alors il ne devait pas vivre du tout. Ça, pour moi, c'est de la folie. C'est vrai. Et vous en avez déjà parlé, mais peut-être avez-vous quelque chose à ajouter à ce sujet. Donc, à quel point est-il important pour l'Ukraine et ses partenaires occidentaux, non seulement de combattre la désinformation russe, mais aussi d'adopter des communications stratégiques plus proactives et des contre-narratifs, d'avoir cette position proactive. Avez-vous quelque chose à ajouter? Vous lisez dans mes pensées. Écoutez, je pense que l'un des problèmes qu'on a laissé s'installer au cours des 20 dernières années, c'est qu'on a laissé le Kremlin choisir où il allait pousser. Et ils sont passés à l'offensive de manière très agressive, surtout après 2012 à 2013, de ce que j'ai vu. Peut-être même avant ça. On peut remonter au début des années 2000. N'est-ce pas? On a joué la défense encore et encore. L'une des choses que Ronald Reagan a faites quand il est devenu président, c'est qu'il est passé à l'offensive, y compris dans l'espace informationnel. Il était très efficace pour communiquer avec les gens. Et le message était « Nous ne sommes pas l'ennemi du peuple soviétique. Je ne suis pas votre ennemi. Le peuple américain n'est pas votre ennemi. Votre propre parti communiste est votre ennemi. Nous voulons avoir une bonne relation. Ce n'est pas nous qui posons problème dans cette relation. Et je dis ça tout le temps. Les Russes devraient s'arrêter et réfléchir. Combien de fois, au cours de la dernière année depuis qu'il est entré en fonction, le président Trump a-t-il donné à Poutine l'occasion de mettre fin à cette guerre? Et il lui a proposé des accords qui, en fait, vous savez, beaucoup de gens critiquent le président Trump pour l'avoir fait, mais les Russes pourraient en sortir avec un peu de dignité. Les Ukrainiens n'aiment pas ça, et je peux comprendre pourquoi. Mais pour essayer d'obtenir un compromis, il a proposé un compromis. Et les Russes, le président Poutine, continuent de dire non, n'est-ce pas? Et le peuple russe en subit les conséquences. Je pense personnellement qu'on doit passer plus à l'offensive. On doit communiquer ça. On doit communiquer des faits. On doit faire comprendre au peuple russe qu'est-ce qui se passe autour de vous. Qu'est-ce qui se passe dans votre propre pays? Qu'est-ce que vous obtenez de ce qui se passe en Ukraine? Est-ce que ça vous profite d'une quelconque manière? Peut-être un petit pourcentage du pays qui est dans le complexe militaro-industriel? Qui d'autre? Qui d'autre? Est-ce que la majorité des Russes profitent de ça? Non. Ou est-ce que ça promeut la dignité et la puissance russe? Non. Vos alliés s'effondrent tous autour de vous. N'est-ce pas? Vous n'avez rien pu faire pour les aider. Vous pouvez regarder la Syrie, vous pouvez regarder le Venezuela. Maintenant, ce qui se passe en Iran. Et beaucoup de pays qui étaient un peu sur la corde raide reculent maintenant parce qu'ils voient votre comportement. Et pourquoi? Où est-ce que ça vous mène? Mais je ne sais pas si ce message est suffisamment diffusé. Et je pense que certaines personnes ont adopté une attitude défaitiste selon laquelle, vous savez, on ne peut pas faire passer d'informations à l'intérieur de la Russie. Et je ne crois pas à ça. Pendant la guerre froide, quand le KGB était à son apogée de pouvoir, on arrivait quand même à faire passer de l'information en Union soviétique. Et je pense qu'on pourrait encore le faire aujourd'hui.
Et ça ne devrait pas être de la désinformation. On ne devrait pas se concentrer sur la désinformation, parce que je sais que les Russes pensent qu'on met en avant de la désinformation. Non. Contrer ce qu'ils disent avec des faits. C'est un super plan. Quel genre de patriarche met en avant la guerre, bénit ouvertement des missiles qui tuent des civils? N'est-ce pas? Mais ça, pour moi, je pense... Écoute, je connais beaucoup de Russes, et je ne pense pas qu'ils croient vraiment que c'est bien. Et je connais aussi beaucoup de Russes qui, je pense, voudraient simplement vivre leur vie, comme les Ukrainiens. Ils ont été entraînés dans cette affaire. Leurs fils sont envoyés se faire tuer en masse. Pourquoi? Donc, c'est un message que je pense qu'il faut faire passer au peuple russe. Et si la guerre s'arrête, c'est une chose à laquelle on doit réfléchir en Occident. Si les Russes commencent à se comporter mieux, comment récompense-t-on ce comportement? Parce que c'est une chose que j'ai aussi observée au cours des 10 à 15 dernières années. C'est toujours la punition. Mais on parle très peu de ce que serait la récompense pour un bon comportement. N'est-ce pas? Pour le retrait des troupes d'Ukraine, de Géorgie, pour mieux traiter ses voisins, pour arrêter les opérations de désinformation, pour arrêter les cyberattaques. Si ça arrive, comment dit-on? Ok, c'est un bon signe. Genre, comment est-ce qu'on s'engage maintenant de manière positive et comment est-ce qu'on rend cela intéressant pour le peuple russe? N'est-ce pas? Et je sais que les Ukrainiens qui écoutent ça, qui écoutent ça, vont tous m'en vouloir. Et je peux comprendre pourquoi. C'est très émotionnel. Mais je pense vraiment qu'on doit réfléchir à la façon d'encourager ces Russes qui veulent se comporter de manière positive, à se comporter positivement, pour qu'ils ne sentent pas que tout le monde est contre eux. C'est une des choses que Ronald Reagan a faites. Je pense que c'était très efficace. Donc, j'étais étudiant à Moscou dans les années 80. C'était le sommet de la guerre froide. Et pourtant, tous les soviétiques que j'ai rencontrés aimaient Ronald Reagan. Il y avait une raison à cela. Oui. En fait, Ronald Reagan est celui qui est respecté dans le monde entier. Et, je dirais, même par les gens en Union soviétique. C'est vrai. Donc oui. Et il était genre celui qui a fait un très bon travail. Et voyons ce qui se passe, ce que j'essaye de dire. Et ce serait super. Oui, dès que possible, on pourrait arriver à faire ça et vraiment arrêter cette guerre sanglante et toutes ces opérations. Donc, en regardant au-delà de la phase actuelle de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, vous avez passé de nombreuses années, comme vous l'avez mentionné précédemment, à travailler sur les défis de sécurité en Europe de l'Est et en Eurasie. Et comment voyez-vous et comment envisagez-vous l'architecture de la résilience démocratique et de la sécurité dans l'Ukraine d'après-guerre? Je pense qu'il faut être réaliste. Toutes les démocraties stables, vous savez, reposent sur le développement économique. Donc l'avenir de l'Ukraine doit être... Une Ukraine stable signifiera un développement économique, la prospérité pour le peuple ukrainien. Cela va nécessiter beaucoup, vous savez, d'aide à l'investissement, de conseils. Si on regarde après la Seconde Guerre mondiale, vous savez, les États-Unis ont joué un grand rôle grâce au plan Marshall et à d'autres programmes pour aider à reconstruire l'Europe occidentale. Je pense qu'il y aura probablement besoin de programmes de ce type, pas seulement de la part des États-Unis, mais aussi de nos autres alliés, car c'est dans leur intérêt, y compris nos partenaires du Golfe. Vous savez, beaucoup de ressources, beaucoup d'argent. Et nos partenaires européens, n'est-ce pas? Donc ça, c'est une chose. Et puis deuxièmement, vous savez, il va falloir se souvenir que ce n'est pas seulement l'Ukraine. Encore une fois, je sais que ça va être très impopulaire auprès des auditeurs ukrainiens ici, mais il y a d'autres pays qui ont besoin de beaucoup d'aide. Nous avons la Syrie, qui a traversé une horrible guerre civile, qui a traversé des années horribles sous la dictature, vous savez, une dictature familiale. Maintenant, la Syrie a besoin de développement, si on veut voir un quelconque type de stabilité en Syrie. Espérons que le régime en Iran sera terminé et que le peuple iranien récupérera son pays. Mais ça va nécessiter, je veux dire, vous savez, beaucoup de destructions sont en train de se produire en ce moment. Ça va nécessiter beaucoup d'investissements, beaucoup de reconstruction. Il y a tellement de pays, vous savez, le Venezuela, n'est-ce pas? Et bien sûr, l'Ukraine. Donc on doit réfléchir à la façon dont on va faire cela de manière stratégique. On devrait penser ici, aux États-Unis et en Occident, pas seulement à ce qui va se passer d'ici l'été, d'ici les élections de mi-mandat, mais à ce qu'on va faire dans 5 ans. Comment allons-nous gérer tout ça? Et comment? Nous et nos partenaires. Et d'ailleurs, on a besoin que nos partenaires fassent ça avec nous, apporter la prospérité.
Et puis on devrait exiger des choses des gens qu'on aide, comme on l'a fait après la Seconde Guerre mondiale. On va aider à reconstruire l'Allemagne, mais on a des attentes sur la forme de gouvernement. On va aider à reconstruire le Japon, mais on va avoir des attentes. On ne va pas permettre une dictature, hein? On ne veut pas de militarisme comme on en a eu dans le passé. Et en retour, ce que les Ukrainiens devraient d'emblée comprendre. On va parler juste de l'Ukraine, vous savez? L'une des choses dont je suis le plus fier en tant qu'Américain, c'est qu'à l'époque où on a fait ça pour des pays, on les a aidés à se remettre sur pied, et ensuite on leur a rendu les pays. Je ne connais aucun autre empire ou pays qui ait fait ça, où on a reconstruit l'Allemagne, et maintenant l'Allemagne est l'un de nos plus grands concurrents économiques. On a aidé à reconstruire le Japon. Quand j'étais plus jeune, dans les années 70, vous savez, le Japon était considéré comme une grande menace économique pour les États-Unis. Ils ont mis hors jeu une grande partie de l'industrie automobile, parce qu'ils étaient meilleurs pour produire des véhicules, genre des véhicules de qualité qui étaient moins chers. On les a aidés à en arriver là, n'est-ce pas? On a construit et ensuite, on a rendu l'industrie aux Japonais. Et je pense que ça a été un plus net pour nous. Et un plus net pour les Japonais. Les Ukrainiens devraient s'en souvenir parce que, vous savez, il va y avoir beaucoup de sensibilité par rapport au fait que des étrangers viennent et aient trop de contrôle sur nos entreprises ou, bien que ce que je vois chez les Ukrainiens maintenant, c'est que, je pense, vous savez, la chose que les Américains devraient comprendre, c'est que la majorité des Ukrainiens avec qui je traite, et j'en traite un assez large éventail, sont très bien éduqués. Et ils sont on le voit maintenant sur le champ de bataille, très innovants et progressistes sur le plan des affaires. Donc c'est une bonne chose, parce que je pense qu'il y a beaucoup de potentiel pour des partenariats avec des entreprises ukrainiennes à l'avenir. Maintenant, quand il s'agit de l'Iran et de la Syrie, l'équation va être un peu différente. Et d'ailleurs, on le voit déjà au Moyen-Orient. On va avoir besoin de l'aide des Ukrainiens, pas seulement pour construire des systèmes antidrones, mais aussi pour reconstruire les économies, sur le plan agricole, n'est-ce pas? Je veux dire, regardez l'expertise que l'Ukraine a dans le domaine de l'énergie. Alors, Et étant donné que la Russie, vous savez, si on revient à la guerre informationnelle, je dirais que nous comprenons que la Russie va probablement continuer ses activités subversives, y compris dans le domaine informationnel, même après un cessez-le-feu. Donc, quelles réformes institutionnelles et quels mécanismes de contre-espionnage et de sécurité de l'information l'Ukraine et ses partenaires occidentaux devraient-ils prioriser afin de protéger la société ukrainienne contre de futures ingérences hybrides? Exact. Définitivement, vous savez, les gens disent, par exemple, quand est-ce que la guerre en Ukraine va se terminer? Beaucoup d'Ukrainiens diront qu'elle dure depuis, 400 ans. Je veux dire, vous savez, définitivement depuis 1991, les Russes mènent ce genre de guerre asymétrique dans l'espace des mesures actives. Et ça va continuer après, je pense, qu'il y ait un cessez-le-feu ou une fin des combats conventionnels tels qu'on les voit en ce moment. Comment les Ukrainiens devraient-ils se réformer? Je ne vais pas donner de conseils là-dessus. Je dirais juste que, vous savez, nous aux États-Unis, on ne devrait pas penser qu'une fois que le dernier missile aura été lancé, qu'on en aura fini. On ne devrait pas répéter l'erreur qu'on a faite en Afghanistan quand les Soviétiques se sont retirés et qu'on a un peu tourné le dos et qu'on est parti. On devrait rester engagé. On devrait, encore une fois, investir, favoriser la prospérité économique. Parce que beaucoup de cette désinformation n'a aucun impact sur les gens qui sont heureux, qui sont satisfaits, qui sont contents. C'est ce que je vois dans mon propre pays. Vous savez, quand on voit le plus d'émotions, c'est quand les gens ont peur. Et de quoi ont-ils souvent peur? De perdre leur emploi, de ne pas avoir assez d'argent pour payer les factures, pour s'occuper de leur famille, n'est-ce pas? S'ils se sentent à l'aise, s'ils se sentent prospères, ils sont moins susceptibles de céder à cette peur. Et donc c'est très important que, vous savez, c'est ce que j'ai vu au cours de ma carrière et dans beaucoup de pays où j'ai travaillé, le développement économique est essentiel. Maintenant, parfois pour obtenir un développement économique, il faut fournir une aide à la sécurité parce qu'il y a des forces extérieures, qu'elles soient étatiques ou non étatiques, qui essaient de déstabiliser l'économie d'un autre pays parce que c'est comme ça qu'elles peuvent prendre le pouvoir. Donc, les États-Unis vont devoir rester engagés. Et puis, bien sûr, vous savez, je dis toujours, avant février 2022, l'invasion élargie de l'Ukraine. Les Russes menèrent des assassinats
à l'intérieur de l'Ukraine. Ils faisaient du sabotage à l'intérieur de l'Ukraine. La seule différence maintenant par rapport à avant, c'est que les Ukrainiens ont démontré qu'ils pouvaient faire la même chose et qu'ils le font très efficacement. Et les Russes devraient s'en souvenir. Donc quand le cessez-le-feu arrivera, peut-être qu'ils seront moins pressés d'assassiner quelqu'un ou de mener un sabotage, une cyberattaque, de faire sauter quelque chose. Parce que les services de renseignement ukrainiens ont démontré qu'ils étaient aussi très bons à ça. Et, vous savez, si les Russes, et on sait que les Russes vivent un peu selon le principe œil pour œil, eh bien maintenant il y a une conséquence. Il n'y en avait peut-être pas en 2014 à 2015. Maintenant il y a une conséquence très sérieuse. Et peut-être que c'est dans l'intérêt des deux côtés, ce genre de dissuasion. Genre, ne faisons pas ça. Et puis peut-être, comme je le disais tout le temps à mes amis russes, et pas seulement à mes amis, mais aussi aux gens avec qui je suis en désaccord, peut-être que vous devriez simplement essayer de voir l'Ukraine comme un partenaire pour les affaires et pour le développement. Et vous en bénéficierez, et eux en bénéficieront. Parce qu'ils sont un pays européen. Ils sont le pont vers le reste de l'Europe. Vous n'allez pas leur sauter par-dessus. N'est-ce pas? Et vous n'allez jamais plus les occuper. Les Ukrainiens ont démontré qu'ils ne laisseront pas la Russie transformer à nouveau l'Ukraine en une extension de la Russie. Il n'existe pas de chose telle que la Malorossia, hein? C'est l'Ukraine, et le peuple ukrainien va rester ukrainien. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent être l'ennemi. Ils pourraient en fait être de bons partenaires. Et je pense que c'est déjà comme la deuxième fois que quand je pose, je pense, une question familière et tu reviens sur l'aspect économique, la prospérité, et je suis tout à fait d'accord. Et merci beaucoup d'avoir insisté là-dessus parce que je suis vraiment d'accord qu'un pays fort, économiquement fort, ne pourra pas te vaincre, ne pourra pas t'envahir, il ne le pourra pas. N'est-ce pas? Si les gens sont satisfaits, heureux, et en gros, ce sera très difficile, vous savez, de mener une bataille contre un pays très fort, économiquement fort. Donc, je le souhaite vraiment à l'Ukraine aussi. Et merci pour tes suggestions et pour la comparaison avec ce qui s'est passé en Afghanistan. Ce serait super que l'Amérique reste impliquée, même après le cessez-le-feu et tout le reste. Et j'apprécie vraiment notre conversation. Ça aide vraiment à mieux comprendre cette guerre informationnelle. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec notre public. Avant qu'on conclue probablement, je voudrais vous poser une dernière question. Peut-être pourriez-vous donner une suggestion à n'importe quelle personne ordinaire sur comment ne pas devenir un outil dans les opérations informationnelles de quelqu'un. Que suggéreriez-vous? Peut-être quelques étapes simples pour n'importe quelle personne ordinaire. Eh bien, premièrement, vous savez, étudier, apprendre, s'éduquer. Regardez l'histoire de la désinformation. Il y a beaucoup de très bonne littérature maintenant, beaucoup de très bons livres. Vous savez, des vidéos YouTube, si vous ne voulez pas lire, si vous n'avez pas le temps, si vous êtes à la salle de sport, ou, ça c'est une chose. Deuxièmement, se souvenir de simplement prendre une grande respiration quand on voit une information et de se dire « Ok, laisse-moi vérifier ça ». Et ce n'est pas si difficile aujourd'hui parce qu'il y a aussi beaucoup d'informations en ligne. Donc il y a l'information, la contre-information. Il suffit de faire un peu de recherche, hein? Ne pas devenir émotionnel tout de suite et comprendre que beaucoup des algorithmes qui sont conçus sur les réseaux sociaux sont conçus pour susciter cette réaction chez vous, cette réaction émotionnelle, n'est-ce pas? Et donc il faut un peu contrer ça. Il faut être sa propre meilleure source de contre-désinformation. Et le dernier point que je dirais, c'est de se souvenir que si on ne sait pas quelque chose et qu'on voit une information qui suscite ce genre de réaction, notre désir devrait être « Ok, je veux combler ce vide de ce que je ne sais pas ». Si vous ne connaissez pas vraiment l'histoire de l'Ukraine, c'est pour ça que j'étais si fier de mes étudiants, parce qu'on parlait d'une figure de l'histoire ukrainienne et ils ont commencé à poser beaucoup de questions. Et j'ai dit « Ok, combien connaissez-vous de l'histoire ?» Eh bien, pas beaucoup. Et puis ils sont revenus me voir au cours suivant et ils ont dit « On veut créer un cours sur l'histoire de l'Ukraine. » Parce qu'on voit qu'il y a un vide. Il y a un manque. On veut combler ce vide. C'est la bonne réaction. Hein? Et si on peut faire ça, je pense qu'on sera dans une bien meilleure situation que celle dans laquelle on est aujourd'hui dans la société, où il y a beaucoup de vide, et où on balance beaucoup d'informations aux gens, et puis beaucoup de réactions émotionnelles, ce qui polarise les gens, ce qui divise les gens. Et on devrait se souvenir que les seules personnes qui veulent, je vais parler juste pour les États-Unis, demandez-vous, qui veut qu'on soit divisé? Qui veut que vous haïssiez? Qui veut que les démocrates haïssent les républicains? Qui veut que les Afro-Américains haïssent contre les Blancs? Qui veut que les Américains d'origine asiatique haïssent contre les Hispaniques? Divisés, on est
l'approche diviser pour régner, on voit comment ça a fonctionné ailleurs. Qui ne devrait pas vouloir ça? On ne devrait pas vouloir ça. Et ça veut dire qu'on devrait prendre le temps et être suffisamment discipliné pour se dire « Ok, est-ce que ça s'est vraiment passé? Est-ce que cette communauté, ou est-ce que ce pasteur dans cette église, ou est-ce que cet imam a vraiment dit ça ?» Parce qu'on sait que pendant le cycle électoral de 2016, les Russes mettaient, genre, des informations dans différentes communautés religieuses aux États-Unis pour les pousser à se battre les unes contre les autres. Pourquoi? Parce qu'ils essaient d'affaiblir la société. Ils essaient d'affaiblir la société pour que le gouvernement implose, et ensuite ils peuvent projeter leur influence, et ils peuvent prendre. D'ailleurs, tous les Américains qui écoutent, ils veulent prendre ce que vous avez. Et ils vont le faire sans avoir à tirer un seul coup de feu. Si vous ne montrez pas de discipline, et au lieu d'aller au stand de tir, et vous savez, de tirer, ce que j'aime faire moi-même, il n'y a rien de mal à ça. Mais aussi prenez le temps de lire. Parce que la meilleure balle que vous avez, la meilleure autodéfense que vous avez, c'est votre capacité à penser. Donc, et les gens comptent sur le fait qu'on n'ait pas envie de penser. C'est vrai. Merci beaucoup d'avoir partagé ton expertise. Je pense que c'est une excellente conclusion et c'est un très bon conseil pour tout le monde, dans chaque pays et particulièrement pour l'Amérique, parce que je crois vraiment que les États-Unis d'Amérique sont vraiment le pays de la liberté. Et en gros, c'est le pays qui peut vraiment aider le monde entier à prospérer. Donc, on devrait protéger ici, vous savez, les libertés, et on devrait s'assurer qu'on ne reste pas divisé parce qu'on comprend qui en profite. Merci encore pour ton temps. Merci. Diakuyu, super diakuyu. Dziękujemy wam.